La République de Platon. Introduction par le traducteur Robert Bakou, suite. La cité platonicienne, paradigme politique et moral. Voilà donc terminée l'étude de la cité idéale qui devait nous permettre de lire en gros caractères la définition de la justice. Avant de poursuivre l'analyse de l'ouvrage, essayons de répondre à deux questions que le lecteur ne peut manquer de se poser. Premièrement, faut-il voir dans la constitution décrite par Socrate un projet de réforme effectivement réalisable ou bien un simple paradigme partiellement et imparfaitement imitable dans la réalité? Deuxièmement, quel est le vrai sens des propositions que le philosophe lui-même appelle des paradoxes? Observons d'abord que le but initial de l'entretien était purement moral. Socrate et ses amis se proposaient de rechercher la nature de la justice. Estimant qu'il convenait de l'étudier dans le milieu le plus favorable à son épanouissement, ils fondèrent la cité idéale. Est-ce à dire qu'ils ne voyaient là qu'un moyen d'investigation scientifique, une vaste hypothèse permettant de résoudre un problème en apparence insoluble? Nullement. Car pour tout philosophe grec de l'époque classique, pour Platon comme pour Aristote, la politique est inséparable de la morale, à qui elle sert en quelque sorte d'instrument. Mais il importe de remonter plus haut, la pensée du fondateur de l'Académie étant beaucoup plus synthétique que ne le croient ceux qui mettent l'accent sur ces prétendues contradictions. Selon Platon, nous l'avons déjà dit, la suprême essence se confond avec la suprême excellence. Tout être vivant tend naturellement vers le bien et manifeste cette tendance en cherchant à l'imiter dans la mesure de ses forces. Il s'ensuit que la connaissance a pour résultat immédiat d'éclairer l'action et de faciliter l'effort vers le bien, tandis que l'ignorance paralyse cet effort ou le détourne de sa vraie fin. Cela revient à dire, en termes de philosophie moderne, que la morale, reine des sciences normatives, doit emprunter ses principes fondamentaux à la métaphysique, reine des sciences explicatives. Mais le progrès individuel, objet de la morale, est inconcevable hors d'un cadre social déterminé. Dans le cas qui nous occupe, hors de la cité, association politique par excellence des peuples hellènes. Le problème moral de la justice s'élargit donc très vite, au cours des premiers livres de la République, en problème social, sans perdre pour cela son caractère primitif. La conciliation des deux formes qu'il prend, presque simultanément, s'opère par la découverte du rapport d'homothétie existant entre la cité et l'âme humaine. Dans l'une comme dans l'autre, la justice est une même vertu d'ordre, de soumission et d'harmonie. Son action sociale se prolonge dans son action individuelle, puisqu'en définitive, elle permet à chacun de répondre à l'appel de son destin et d'assurer le salut de son âme immortelle. Mais comme ces résultats ne sont obtenus qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle ne règne point dans l'État, il faut, pour connaître sa nature profonde et l'ampleur de ses effets, l'étudier au sein de conditions idéales. C'est ainsi que Platon, par la logique même de son enquête, est amené à fonder la cité de sagesse. Mais cette Callipolis, qu'il modèle dans la matière plastique du discours, comme l'artiste une figure dans la cire, la croit-il en tout point réalisable? À cette question, il a lui-même répondu sans ambiguïté. Au livre 5,
473a, il avoue que la pratique a moins de prise sur la vérité que la théorie. Ailleurs, 472d, il remarque que la valeur du peintre qui crée un modèle idéal de beauté ne dépend pas de l'existence de ce modèle dans la nature. Aussi bien, la cité parfaite et l'homme parfait, tels que les peint le Nomothète, sont-ils des paradigmes qu'on doit s'efforcer d'imiter, sans se dissimuler pourtant qu'on n'en rendra jamais l'absolue pureté. Il représente, si l'on veut, la limite vers laquelle tend l'effort humain, collectif et individuel, mais qu'il ne saurait atteindre, étant entravé dans son progrès par un double obstacle, la présence dans la cité d'une classe inférieure et dans l'âme d'une partie épithumétique, toutes deux étrangères à la vraie sagesse. Cette impuissance est la rançon de la vie terrestre soumise aux lois du devenir. On s'explique dès lors que Socrate hésite tant à décrire la constitution de la cité idéale. On dit en note: ces hésitations ne sont pas à notre sens de simples procédés dramatiques destinés à accroître l'intérêt de la discussion. Socrate, il est vrai, a coutume de se faire prier par ses amis avant d'aborder l'examen d'une question importante, et cette prudente attitude est quelquefois un peu feinte. Ici pourtant elle traduit une inquiétude réelle, qui nuance singulièrement ses affirmations. La cité des sages est sans doute la plus parfaite des cités, mais la peut-on concevoir hors de la sphère idéale où il la contemple? Assurément, dit-il, elle est possible, puisque conforme à la nature. Mais au fond, il sent bien qu'il ne résout pas par là les difficultés inhérentes à sa réalisation, et tout en la décrivant avec l'amour d'un poète, il craint qu'elle ne reste à jamais, comme les formes pures, un paradigme dans le ciel. Nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile de relever ces hésitations dans quelques passages, cités ici en grec que je ne vais pas lire. Socrate indique ensuite la cause de ses craintes. Il n'est pas sûr de ce qu'il va dire et ne voudrait pas tromper ses amis en si grave matière. Leur encouragement en ajoute à son embarras. Après avoir reçu l'assurance que s'il se trompe, ses amis l'absoudront du crime commis sur leur personne, il reprend courage et déclare qu'il faut avancer sur les aspérités du sujet. Mais de nouvelles difficultés surgissant, il rappelle ses craintes et observe combien elles étaient justifiées. En de telles circonstances, il ne faut plus compter sur l'énergie du désespoir, que le danger soit grand ou non, le réflexe sauveur est le même. Ensuite, Socrate compare les difficultés qu'il vient d'affronter à une première vague et en annonce une seconde bien plus haute à laquelle il n'échappera qu'avec peine. Mais voici qu'il importe de montrer non seulement l'excellence, mais la possibilité des mesures proposées. C'est avoir à tenir tête à une ligne de discours. Logon soustacine. Aborder le problème de front est impossible. Socrate demande qu'on lui permette de prendre congé. Eason me eortasai. Il supposera d'abord la question de la possibilité résolue. Fugitive tranquillité, la deuxième vague s'avance. Cette dernière vague en gaieté menace de submerger l'imprudent Nomothète et ses amis. Avant d'atteindre le point central de son sujet, Socrate rappelle encore ses craintes. Et le grand mot prononcé, il ne se décide à soutenir l'assaut des champions du bon sens qu'après avoir reçu l'assurance que Glaucon lui prêtera main forte. Fin de note. Socrate ne doute nullement de sa perfection, mais il se rend compte qu'il sera presque impossible de l'appliquer ici-bas, aussi longtemps que les hommes resteront ce qu'ils sont. De là le nom de paradoxe qu'il donne à ces innovations. Cependant, si l'on y regarde de près,
on conviendra que de tels paradoxes s'imposent inévitablement à qui rêve de faire régner dans l'État une justice intégrale. Division rigoureuse du travail, communauté des biens, des femmes et des enfants, gouvernement aristocratique ou monarchique. On lit en note. On remarquera toutefois que si le seul critère de la légitimité du pouvoir est ce qu'il doit être, la capacité rationnelle de ceux qui y prétendent, il pourrait être le partage de quelques-uns, même de deux, mais il tendra vers l'unité de commandement. L'État véritable n'existe que pour un chef unique qui commande avec art. L'idée monarchique en germe dans la République trouve son expression définitive dans la politique. La science royale pour Platon s'incarne vivante et souveraine comme la vérité dans le régime personnel du prince. Celui-ci est délivré de toute entrave collective parce qu'il porte la loi politique dans le réceptacle de son âme d'or. Fin de note. Division rigoureuse du travail, communauté des biens, des femmes, des enfants, gouvernement aristocratique ou monarchique, d'un petit nombre de philosophes. Voilà les plus importantes des conditions requises pour assurer ce règne. Or, elles ne sont réalisables que dans un état composé d'hommes excellents, de nature en quelque sorte divine, et formés par la meilleure méthode d'éducation. Mais, comme il a posé le problème de la justice dans l'absolu, l'auteur de la République n'entend légiférer, ce semble, que pour des citoyens parfaits. Ces quelques réflexions nous amènent à conclure que le caractère paradoxal de la constitution platonicienne tient à ce que cette constitution est paradigmatique, ou autrement dit, purement théorique. De concilier le problème de la pratique avec celui de la théorie, de résoudre l'antinomie de l'expérience et de la raison pure, le philosophe, dans l'ardeur de ses préoccupations métaphysiques et l'enthousiasme de sa récente découverte de la théorie des idées, ne s'embarrasse pas encore. Il ne se proposera ce but que plus tard dans le politique et surtout dans les lois. Mais ce n'est pas ici le lieu d'anticiper sur les démarches ultérieures de sa pensée.